Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Une édition un peu spéciale, en effet, nous nous trouvons au rendez-vous de l'histoire de Blois. Une édition 2021 placée sous le signe du travail. Bien des choses sont à dire sur la richesse d'un tel sujet. Et il nous a semblé intéressant cette année de nous pencher sur le travail de l'historien et tout particulièrement sur ce fameux récit national qui, depuis 40 ans, hante la France, autant les champs politiques que médiatiques et j'allais dire historiographiques. Comment, depuis le 19e siècle, en est-on arrivé là? C'est ce que je vous propose de voir avec Sébastien Ledoux. Sébastien Ledoux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chercheur en histoire contemporaine à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseignant également à Sciences politiques. Et vous venez de publier un très stimulant, La Nation, en récit paru chez Belin. Comment définir, Sébastien Ledoux, le récit national? Et est-ce qu'il faut distinguer le terme de récit national avec celui de roman national? Alors, deux questions évidemment qui amènent des réponses assez larges. Je vais essayer de résumer évidemment. Finalement, ce qu'on peut appeler comment on peut définir le récit national? Il s'agit d'une narration. Hein, le récit, évidemment, je l'associe à une narration, c'est-à-dire on raconte le passé, on va raconter le passé, et de ce passé-là, on va raconter surtout finalement l'histoire d'une nation, mais à travers différentes intrigues narratives. J'y reviens à plusieurs reprises dans ce livre. Hein, la question de l'intrigue narrative, elle est essentielle. On va le voir, j'imagine, au cours de votre émission. En tout cas, le récit national, effectivement, c'est une proposition de raconter l'histoire d'une nation. Et là, moi, je me suis penché plutôt sur la nation France, hein, l'histoire de la France, et qui évolue, et c'est ce que je voulais montrer à travers ce livre, évidemment, qui évolue selon les périodes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul récit national figé. Il y a des récits nationaux. Il y a des récits nationaux. Ils sont multiples, ils sont variés, ils évoluent, ils sont évolutifs. Et donc, c'est en cela que j'ai fait ce travail d'historien. C'est-à-dire, on essaye de voir finalement toutes les mutations de ce récit ou de ces récits nationaux. Il existe une spécificité française de cet attrait pour ce récit national? Alors, je me méfie justement des déclarations sur les spécificités françaises. Je me souviens, par exemple, la question des lois mémorielles où on en faisait une spécificité française jusqu'à ce que je me penche sur le sujet. Et donc, j'ai fait publier un dossier spécial dans la revue Parlement l'an dernier, publié au Pur sur les lois mémorielles en Europe. Et on voyait qu'en fait, il y avait plein de pays qui s'étaient engagés sur cette voie et qui n'avaient aucune spécificité française. Pour le récit national, il y a quand même effectivement un attrait, des débats multiples depuis une quarantaine d'années. Je les retrace évidemment rapidement et trop rapidement, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même une question qui agite différents pays dans le monde aujourd'hui. On le voit par exemple à travers le déboulonnage des statues, pour prendre cet exemple-là très récent. Ça fait partie du récit national. Là, on est en plein dedans. Quand je parle de récit national, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais évidemment que ça peut être l'édification de statues, au contraire la destruction de statues. Et là, on est dans un récit national. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'écrit en fait pour parler de récit national. Là, le récit national, il va s'ancrer justement dans des statues, dans des discours, dans des musées mémoriaux, etc., etc. Donc c'est pas simplement évidemment une trace narrative écrite, je dirais, dans des peintures par exemple, etc. Et donc là, on peut dire qu'effectivement c'est une société française qui est agitée par ce thème-là depuis une quarantaine d'années, depuis ce qu'on va appeler la crise du récit national dans les années 1970. On va y revenir. Et donc avec, en tout cas, ce que je mets en avant, c'est différentes réponses, différentes tentatives de nouvelles narrations de l'histoire de France depuis.
Et des narrations qui se contredisent, qui créent effectivement des oppositions, voire des controverses. Donc on est effectivement sur ce champ-là, des controverses en France. Est-ce que c'est une spécificité? En tout cas, c'est très fort, c'est vrai. Tout en rappelant que c'est quand même une question qui agite des sociétés contemporaines aujourd'hui. Pas toutes, mais quand on voit en Europe de l'Est, c'est quand même extrêmement vif aussi. Donc, est-ce qu'il faut opposer roman national et récit national? On va dire que le roman national a une dimension plus connotée, plus nationaliste, hein, disons-le. Et récit national, bon, le récit renvoie à cette notion, à cette idée de chronologie, et donc la chronologie, elle fait davantage historique que romantique. Ben, si vous voulez, en tout cas, moi, j'y vois une différence. Le terme de roman national est un terme qui apparaît au début des années 1990 et sous la plume notamment de Pierre Nora, finalement à la fin des lieux de mémoire, dans sa dernière conclusion du dernier tome des lieux de mémoire, on est en 1993, sur un livre de Paul Lyonnais, du sociologue Paul Lyonnais. Il évoque justement le roman national qui est en train d'être détruit par des remises en cause venant des minorités. Bon. Et donc, on comprend par là qu'en fait, il y a une dimension un peu patrimoniale qu'il veut mettre dans ce récit national, c'est-à-dire, en gros, il y a un patrimoine historique, enfin, un patrimoine d'un récit qui ferait la nation France, ou en tout cas qui aurait fait la nation France, et qu'on voudrait attaquer. Et d'ailleurs, je remarque qu'on en est un peu toujours aussi dans ce débat 30 ans après, finalement. Hein. Est-ce qu'il faut attaquer? Qu'est-ce qu'il faut attaquer dans ce fameux roman national? Mais lui, il n'y avait pas comment dire, dans son écrit, en fait, Pierre Nora n'était pas dans une vision négative ou péjorative du roman national. C'était plutôt pour effectivement défendre une certaine vision de l'histoire de France. Et puis après, c'est devenu effectivement une attaque où on a considéré que le roman national, c'était justement une histoire romancée, une histoire mensongère. Hein. Donc c'est ça la critique qu'on porte à cette notion de roman national, c'est d'éviter de parler de ce qui fâche, et de ce qui fâche, c'est-à-dire quoi? Vichy, l'esclavage, la colonisation, parmi d'autres choses, mais en tout cas principalement ça depuis 30 ans. C'est quand même sur ces sujets historiques-là qu'on s'est affronté. Et donc de cette vision d'un roman national pour faire le pendant de ce qu'on a aussi comme expression le roman familial, c'est-à-dire un récit enjolivé de l'histoire nationale. Voilà. Donc, alors que pour moi, le récit national, c'est absolument pas ça. Le récit de la nation, c'est autre chose. Je l'expliquais tout à l'heure. Hein, c'est des trames narratives. Et on peut avoir dans une intrigue du récit national, au contraire, justement, toute une palette de périodes, ce qu'on appelle les périodes sombres de l'histoire, qui feraient partie du récit national. Enfin, voilà. Je vous cite, page 10, « La nation reste un cadre de vie, qu'on le veuille ou non, que cela plaise ou non, social, économique, juridique, politique, et le lieu d'imaginaire, de sentiments, d'émotions qui engagent des processus variés d'identification, d'attachement, d'appartenance, d'indifférence ou de mise à distance, voire de rejet. » On ne peut éluder ce débat de la nation parce que la nation est très présente. Alors peut-être plus en France, même si vous parliez des autres pays qu'ailleurs, parce que la France est un État-nation depuis de nombreux siècles. Ouais, si vous voulez, j'ai écrit ça parce qu'effectivement, on avait cet appel à une sorte de fédéralisme, et je pense à l'élargissement européen, par exemple. Hein, et donc là, c'est très clair dans la politique de Mitterrand dans les années 1980, dans son premier mandat, où il est à dire que finalement, l'avenir de la France passe par l'Europe. Donc on est dans ce champ-là et dans cette perspective-là, prôné parfois par même des scientifiques, hein, d'une sorte de fédéralisme européen, ou en tout cas de sortie de la nation par le supranational. Et ce que je constate, c'est qu'en fait, pour l'instant en tout cas, Renan disait les nations sont là, elles vivent, elles ont émergé à un moment donné et elles périront elles périront un jour dans sa fameuse conférence Qu'est-ce qu'une nation? Donc en tout cas pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que c'est un cadre de référence qui reste là, et non seulement qui restent là, mais depuis les années 2010, depuis une vingtaine d'années, qui résistent et qui sont, dans certains pays, au contraire, beaucoup plus forts qu'auparavant. Donc voilà, donc c'est ça que je constate, et donc on peut alors ce qui n'a rien de nationaliste, hein, comme vision. Moi, je tiens absolument à faire cette différence. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup, comme si je puis me permettre, ça vaut le coup de s'intéresser à cette question nationale parce qu'elle est présente. Alors oui, parce que
En fait, Hélène Carrère d'Ancos a publié après la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique, La gloire des nations. Et voilà, il y a cette idée que les ensembles supranationaux sont opposés à ces nations. Quelle définition donnez-vous de la nation? Vous citiez Renan, mais vous faites vôtre la définition de Daniel Fabre, si mes souvenirs sont bons. Fabre. L'anthropologue Daniel Fabre. La nation, si vous voulez, c'est à la fois évidemment un territoire, c'est à la fois des institutions, un gouvernement. Donc là, on est plutôt dans du registre, dans des paramètres, on va dire, géographiques, politiques. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la nation est aussi un imaginaire, du symbolique. Et donc, autour des États-nations et de la formation des États-nations, se sont créés tout un imaginaire autour de justement de référents liés à la nation. Et dans ces référents, il y a des référents historiques, et c'est pour ça qu'on parle de récit national. Pourquoi? Parce que l'idée, avant tout, l'idée du récit national, c'est quoi? C'est de considérer les élites, je parle des élites là, qui ont considéré, et pas simplement en France, que pour faire nation, il fallait partager la même histoire. À partir de ce moment-là, et ça c'est le 19e siècle, à partir de ce moment-là, effectivement, vous avez tout un champ qui s'est ouvert et qui explique aujourd'hui les conflits d'interprétation, qui explique les controverses, parce que on est toujours dans cette idée-là que pour faire nation, il faut un partage d'un récit commun. On est face à un défi. On est face à un défi parce qu'on est aussi sur une société beaucoup plus individualiste. On est aussi sur une société, à partir des années 70, d'une histoire à soi. Ça, c'est aussi Daniel Fabre qui en parle très bien, d'une volonté de s'affranchir d'un grand récit pour faire intervenir une histoire qui serait plutôt proche de soi-même, en fait, soit de sa famille. Donc, je fais référence évidemment à l'attrait pour la généalogie, soit pour son groupe d'appartenance culturelle, religieux, ethnique, etc. Donc, c'est devenu un défi majeur de faire partager un même récit aujourd'hui dans ces sociétés-là. Il peut y avoir une tension, on va le voir, entre cette notion de non pas d'intérêt, mais de cette notion individuelle, voire individualiste, et en même temps cette idée d'une communauté générale incarnée dans la nation. Un peu d'histoire, Sébastien Ledoux. Commençons par le commencement, le 19e siècle. La Révolution est bien évidemment un tournant absolument majeur dans la perception de l'histoire. C'est un tournant majeur à plusieurs égards. Déjà par rapport au cadre de la nation, du référent nation, qui était plutôt, la nation étant plutôt référée à la monarchie, à la dynastie. On faisait remonter la nation française justement à Clovis, au baptême de Clovis, et ça on le voit depuis le XVIe siècle. Donc il y avait vraiment une association, si vous voulez, entre le récit de la nation à cette époque-là et la dynastie monarchique. Tout ça éclate en quelques mois finalement en 1789, et donc avec notamment au mois de juin 1789 le fait que le tiers-état plus quelques nobles et membres du clergé se décrète assemblée nationale. Et ça c'est fondateur, si vous voulez, et on en est encore là aujourd'hui en 2021, c'est-à-dire qu'effectivement ils vont considérer que cette communauté de représentants politiques forme la nation. Donc ça, c'est un événement majeur. Et puis le deuxième événement majeur de la Révolution française, effectivement, et post-Révolution française, si vous voulez, c'est une nouvelle façon de voir l'histoire. Et donc ça, c'est Rainer Koselleck, le grand historien allemand, qui en parle très bien. Une nouvelle façon de concevoir le temps, qui n'est plus dans un rappel du passé comme un exemplum, comme on disait en latin, c'est-à-dire un modèle, des modèles à suivre, des passés qui vont nous inspirer, dont qu'il faut imiter, et donc pour notre présent, mais plutôt au contraire une société présente qui va se projeter dans ce qu'il appelle, Koselleck, dans un horizon d'attente. Donc on est vraiment dans une nouvelle perspective temporelle. Et ça, c'est fondamental pour le récit national, parce que le récit national va justement s'ancrer dans cette nouvelle perspective temporelle, c'est-à-dire que on vit dans le présent, mais ce qui compte aussi, c'est la perspective d'avenir. Alors que la perspective, et quand je dis la perspective d'avenir, sur Terre. Et donc là, on est aussi dans une vision plus laïcisée, en tout cas plus sécularisée, on va dire. On fuit le roman providentialiste, en fait, d'un Bossuet, par exemple. Voilà, on va effectivement s'écarter et mettre à distance ce roman providentialiste qui considère qu'en fait, tout événement est
l'œuvre de Dieu, tout simplement. Hein. Tout événement qui va surgir, à la fois intime pour soi-même, mais aussi événement historique, est finalement le résultat d'une volonté divine, d'une volonté de Dieu, pour finalement asseoir l'histoire, pour asseoir l'histoire sur des événements qui ont d'autres causalités, et surtout pour asseoir l'histoire sur des perspectives de progrès. Et là, on est dans un nouveau champ aussi de représentation du temps qui est tourné vers le progrès jusqu'aux années 1960-70. Ce n'est plus Dieu qui est important, c'est la France, et on personnifie la France, et le meilleur personnificateur de la France, c'est Michelet. Oui, tout à fait. De Michelet, évidemment, avec sa grande œuvre de l'histoire de France au milieu du 19e siècle, finalement, va accompagner cette nouvelle façon de voir l'histoire, à la fois d'une façon de voir le temps, et à la fois une nouvelle façon de voir la nation française à travers le rôle du peuple. Hein. Il fait jouer au peuple français un rôle majeur, moteur de l'histoire, on pourrait dire. Et donc, on est plutôt dans une histoire d'acteurs, enfin de personnes et d'individus qui sont des acteurs, finalement de l'histoire, et qui n'est plus dans la main de Dieu, si je puis dire, mais au contraire dans la main de ces acteurs-là qui se sont révoltés, qui se sont émancipés au fur et à mesure, etc. Donc on est plutôt sur cette veine des historiens libéraux qui ont prêté aussi à la France une particularité, une singularité, et c'est vrai aussi dans d'autres pays, mais là, moi je me suis occupé de la France, donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est de concevoir que à la fois vous êtes dans un détachement vis-à-vis du providentialisme, d'une vision providentialiste de l'histoire, et en même temps, on construit, parce qu'on est face à des nationalismes aussi européens, et notamment l'Allemagne, on construit une histoire singulière de la France, mais plus qu'une histoire singulière, on lui construit, et ces historiens libéraux notamment, on lui construit un destin singulier. Et ça, c'est fondamental à comprendre, parce qu'autrement, si on ne comprend pas ça, ce qui irrigue l'enseignement de l'histoire à partir de la Troisième République jusqu'aux années 60, si on ne comprend pas justement cette notion de destin particulier de la France, on ne comprend pas tous les débats qui ont lieu jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 70, et évidemment les plus récents encore, avec différents acteurs proches des présidentielles qui, on est avec ce débat-là. Est-ce que la France a un rôle singulier à jouer dans le monde, dans l'histoire ? Alors, justement, est-ce que sous la Troisième République, alors parce que Michelet fait de la pensée avec son cœur, hein, sous la Troisième République, on voit quand même des historiens, une école historique qui se met en place à la fin du 19e siècle, qui a des exigences scientifiques et qui vise aussi à réconcilier en quelque sorte le passé, que je me permette cette tranche de vie. J'ai passé ma thèse de doctorat dans l'Amphi-Louis-Liard, et l'Amphi-Louis-Liard représente cette réconciliation avec ce portrait de Richelieu, mais aussi le monde républicain qui l'entoure. Le grand travail effectivement de ces historiens, de Langlois, Seignobos, Lavis, et donc les fondateurs de la revue historique aussi, Monod. Le grand travail de ces historiens, et il faut pas juger en décalage et en anachronisme, c'est un énorme travail. C'est un terme qu'on emploie aujourd'hui pour la guerre d'Algérie, mais c'est un travail de réconciliation. C'est vraiment un travail de réconciliation entre le passé monarchique de la France et le passé révolutionnaire. Donc, ce qui va effectivement se concrétiser par l'enseignement à la Lavis, notamment. Hein, donc, alors que pendant tout le 19e siècle, vous avez des affrontements à la fois évidemment politiques entre les républicains, les monarchistes, légitimistes et catholiques aussi d'ailleurs, et à la fois donc un combat mémoriel presque, hein, puisque chacun a sa propre histoire, il veut imposer l'histoire de France de sa propre manière. On a cette synthèse. On a un travail de synthèse qui est réalisé. Et c'est ça qui est effectivement important, et ce que vous dites, c'est que ce travail de synthèse est réalisé sous couvert d'une scientificité. Effectivement, et donc là je renvoie à Langlois-Seignobos, c'est-à-dire l'histoire est une science, et donc on est dans une prétention scientifique dans laquelle n'était pas et se situait pas Michelet par exemple, hein, qui était dans une vision beaucoup plus romantique. Là on est au niveau des travaux des sciences humaines dans la naissance de la sociologie, et les historiens vont dire écoutez, nous aussi on est une science, et d'ailleurs on va le prouver avec l'exploitation des sources, la critique interne, externe, etc. Donc il y a vraiment tout un discours autour de
la construction d'une discipline comme scientifique, et en même temps par rapport à la nation, vous avez tout un discours de synthèse historique ramenant la France à la fois dans sa composante monarchique et catholique, et dans sa composante républicaine. Donc c'est vraiment le récit lavissien, si vous voulez, tel que quand on regarde le manuel de Lavis dans les années 1900, pour l'école primaire, pour les 7-8 ans, c'est vraiment le résultat de cet effort de synthèse, et c'est ce que va remettre en cause justement Lucien Febvre dans les années 1920. Alors juste, voilà, nous y sommes. Alors ce récit dure, il passe la guerre, et en cette période de conflit, on ne saurait remettre en cause l'unité de la nation, et pourtant, Lucien Febvre en 1919, ce que vous expliquez, critique cette histoire patriotique guerrière. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a fait en France 1 400 000 morts. Et donc effectivement, Lucien Febvre, bon, je cite parce que c'est une conférence qui a lieu à Strasbourg, c'est le retour après la guerre à l'année universitaire, hein, après 4 ans d'interruption, et en plus Strasbourg, donc il y a évidemment tout un symbole autour de ce territoire qui est à nouveau français, et il fait une conférence extraordinaire dans lequel effectivement il va dénoncer cette histoire nationaliste que comportaient les historiens de la génération précédente, qu'il connaissait par ailleurs, et considérer qu'en fait cela amène à la guerre. Cette histoire nationaliste, finalement, pour lui, n'a amené qu'à une chose, c'est aux ruines, à la destruction humaine. Il a perdu lui-même, Lucien Febvre, des proches dans la guerre, et donc, il va remettre effectivement en cause de façon très forte, et ensuite Marc Bloch avec lui, donc dans l'école des Annales, cette fonction des historiens à écrire une histoire nationale qu'il considérait effectivement comme une histoire nationaliste, c'est-à-dire dans une prétention à faire de l'histoire nationale pour montrer la supériorité de la nation française par rapport à d'autres. Donc on est dans cette remise en cause là, et puis donc il a effectivement cette fameuse phrase l'histoire qui serve est une histoire serve. Donc l'histoire qui sert est une histoire serve. Donc il ne faut pas en tout cas que l'écriture de l'histoire serve au nationalisme. C'est ça qu'il avait en tête quand il dit cette phrase. Et pourtant, elle est toujours très présente dans la République, surtout en cette période. Il y a toujours l'ombre, cette forme de déclin qui commence à apparaître avec la Première Guerre mondiale. Avec la Première Guerre mondiale, on remet en cause, on se met à penser, est-ce que la France peut disparaître? Les civilisations sont mortelles, dit au même moment Paul Valéry. Un Jacques Bainville, dans son Histoire de France en 1924, se dit voilà, la France est peut-être une matière plastique et elle peut un jour disparaître. Vous avez oui, et vous avez d'ailleurs quand même une continuité du récit, en tout cas dans les manuels. Je reviens au scolaire notamment, au programme scolaire. En fait, vous avez quand même une continuité, c'est-à-dire que jusqu'aux années 60, c'est-à-dire que cette remise en cause, elle est faite par des historiens, mais on voit que vous avez quand même une continuité de ce récit-là. Qui en fait consacre à la France un destin singulier, celui d'accomplir le progrès du genre humain, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en fait ce récit républicain de synthèse que j'évoquais tout à l'heure, en fait il se fonde aussi sur une trame narrative qui va s'écrouler après 62 et après l'indépendance de l'Algérie, qui est que la France est là, est présente dans le monde pour accomplir le progrès du genre humain. Et j'insiste bien, c'est-à-dire il y a une dimension universaliste dans cette intrigue narrative. Évidemment, c'est pas juste à l'intérieur de son territoire, c'est qu'elle a quelque chose à faire dans le monde. Et c'est ça qu'il la distinguerait de certains autres pays et de certains autres récits nationaux. D'où l'importance de l'idée coloniale, à la fois au XIXe siècle, mais au XXe siècle, et le fait que la décolonisation arrive dans les années 50 et dans les années 60, ça porte une forme de coin dans ce récit national. Alors, c'est une interrogation très concrète
de cette fonction dite civilisatrice, on utilise souvent ce terme-là, de cette mission dite civilisatrice de la France dans les colonies, puisqu'on a justifié largement à l'intérieur de ce récit national la colonisation par cette mission de civilisation des colonisés, où on va civiliser, on est là pour civiliser les colonisés. Je donne l'exemple de l'esclavage où on montre dans le manuel Lavis en 1912 finalement à Congo avec Brazza finalement des Français qui libèrent les esclaves et affranchissent les esclaves, et donc où il est dit que là où le drapeau français est, il n'y aura jamais d'esclavage. Et donc évidemment on ne parle absolument pas de ce qui s'est passé pendant 3 siècles auparavant avec une France plutôt esclavagiste. Bon, donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire que effectivement, on est dans le bien que la France peut apporter au monde. On est dans cette idée, qui est très forte et qui est plutôt assez partagée dans la population française. C'est pour ça qu'il y aura aussi une incompréhension après les années 60 de ce côté-là, une incompréhension partagée, c'est-à-dire que oui, on était effectivement là pas pour exploiter, pas pour dominer, mais plutôt pour apporter de la civilisation à ces colonisés. Donc quand arrive la décolonisation, il y a une remise en cause de cette trame narrative, et ce que je dis dans le livre, c'est que De Gaulle, en fait, finalement, opère une conversion de ce récit national autour de 2 éléments, si vous voulez, à la fois un élargissement sur la construction européenne, autour de la construction européenne, et à la fois une souveraineté, la recherche de l'idée de la souveraineté autour de la puissance nucléaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort jusqu'à aujourd'hui chez les élites politiques, cette question de la souveraineté à travers la puissance nucléaire. Et on comprend mieux pourquoi, en fait, il y a cet attachement au nucléaire très largement partagé par les élites. Et on comprend mieux aussi pourquoi il y a un attachement au projet européen par un certain nombre de personnes de l'élite politique, de droite ou de gauche, même si certains contestent depuis une vingtaine d'années, on a des contestations évidemment, mais on se rend compte qu'effectivement, il y a un logiciel qui est mis en place par De Gaulle d'une manière extrêmement forte au lendemain de la décolonisation. C'est pas pour rien que c'est lui qui effectivement va accepter la fin de mettre terme à la guerre d'Algérie, et donc accepter l'indépendance de l'Algérie, parce qu'on est effectivement il cherche en fait une nouvelle trame narrative pour la France autour de ces 2 pôles. Voilà. Et alors sur le plan historiographique, la nouvelle histoire, ce qu'on a appelé la nouvelle histoire, va aussi déplacer le curseur. On sort du récit national pour développer de nouveaux champs d'études bien éloignés de ce récit. Est-ce que l'histoire sociale, l'histoire économique s'oppose à ce récit national ou bien la complète ? On a plutôt une mise à distance du référent national autour de cette histoire dans les années 70, cette nouvelle histoire économique, sociale, des mentalités. On s'éloigne, mais je dirais qu'on s'est déjà un petit peu éloigné, notamment avec Braudel, déjà auparavant, de ces histoires de la nation française, avant de revenir dans les années 1980. Alors je sais pas, peut-être qu'on verra ça juste après, mais en même temps, j'y vois une certaine parenthèse, c'est-à-dire que la nouvelle histoire des années 70, effectivement, n'est plus tant sur un récit de l'histoire de France, mais en fait, on va y revenir très vite. On va y revenir, dans un premier temps, par Pierre Nora. Et ça sera les lieux de mémoire autour de la nation française. Et donc, il commence son projet en 77-78. Le premier tome, c'est 84. Mais il commence à penser à ça en considérant qu'il y a un éclatement de l'identité nationale. Il n'utilise pas ce terme-là, mais en tout cas, c'est ce qu'il veut dire dans les années 77-78 dans des entretiens. Et il considère qu'il y a une mémoire nationale qui est en train de se perdre et et que lui, sa tâche, c'est finalement d'aller sur ce chantier-là nouveau qui sont donc ces lieux de mémoire qu'il faut inventorier pour au moins sauver la mémoire de la nation française. Alors je voudrais faire un autre pas de côté, en dehors des champs historiographiques. Il y a aussi les évolutions techniques dont vous parlez. Et est-ce que la télévision, par exemple, va bouleverser le rapport des Français et de l'histoire, le rapport des Français avec le récit national ? Il le bouleverse aussi. Et effectivement, dans mes archives, il y a les archives de l'INA que j'avais déjà aussi étudiées précédemment. Il le bouleverse parce on voit cette télévision va donner présence aux témoins. Et évidemment, ça va donner une présence beaucoup plus forte à l'histoire contemporaine.
tout simplement. Ça va donner une présence beaucoup plus forte à l'histoire familiale, à l'histoire dans un domaine plus intime, plus privé. Donc quand je parle des témoignages, on va voir les témoins qui vont déjà dans les années 60 lors des émissions comme 5 colonnes à la une, et des émissions comme ça extrêmement, relativement vues, même si on n'a pas tous les foyers qui ont une télévision à cette époque-là encore, hein. Mais en tout cas, ça va être les premiers pas. Je pense à des émissions sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on invite des acteurs résistants liés à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, la télévision va porter aussi un nouveau récit, une nouvelle narration, effectivement, dans les années 70, autour des anonymes de l'histoire. Où là, on va raconter une histoire qui, là encore, est décentrée du récit national, une histoire plus régionale. Et donc, je donne des exemples autour de la mémoire bretonne, autour de la mémoire du Languedoc, et donc où on va voir une patrimonialisation, une évolution vers le patrimoine de ces éléments culturels. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer qu'il y a un risque d'oubli. Il y a un risque de disparition de ce patrimoine-là et qu'il faut l'enregistrer, qu'il faut le sauvegarder. Et donc, c'est tout ce qui concerne justement cette invention du patrimoine qui est faite au niveau local et dont on est issu aujourd'hui, hein, qui continue bien sûr jusqu'à aujourd'hui. Et la télé va porter ça. La télé va porter ça très fortement, ce qui fait qu'elle accompagne en fait un décentrement de la nation de par un nouveau récit qui n'est pas la fin du récit national, qui est plutôt une transformation, je dirais, autour de ce que j'ai dit, hein, une vision plus patrimoniale et plus privée en fait de l'histoire. Alors nous arrivons à la fin des années 1970. Toutes ces évolutions amènent une réaction. Alors on prend le terme réaction comme on le souhaite, mais c'est le fameux coup de colère, coup de gueule d'Alain Decaux dans le Figaro. C'est un coup de colère qui est que vous relativisez, c'est-à-dire que quand on regarde l'interview de Decaux, voilà, il y a moins de colère chez lui qu'il y en a chez la rédaction en chef du Figaro. Oui, l'entretien est plus nuancé en fait. Hein, sur voilà, français, on n'apprend plus l'histoire à vos enfants. C'est le titre du Figaro Magazine. L'édito du Figaro Magazine est quand même assez virulent. Et on est, je dirais, situé d'un point de vue politique. Hein. Si on voulait se placer sur l'échiquier politique, on est avec l'édito un peu plus à droite que ce que dit Alain Decaux dans l'entretien. Voilà, pour être assez clair. Et donc Decaux va questionner, en fait, est en train de questionner effectivement une mutation du récit national et notamment scolaire, en considérant que à l'école primaire notamment, puisqu'il y a eu des programmes qui ont été refondus, qui s'intéressent plus au local, qui s'intéressent plus à l'histoire sociale et qui s'interrogent en disant mais finalement quand on regarde les programmes, on est avec l'abandon d'une histoire de France traditionnelle, classique, autour de ses héros, autour de Clovis, Charlemagne, Napoléon, Louis XIV, voilà. Et donc il s'inquiète de cette évolution-là. Donc ce que j'apporte, si vous voulez, c'est plutôt des travaux qui ont été faits par des collègues qui montrent que dans les années 70, on a à la fois ces nouveaux programmes et à la fois dans les pratiques des enseignants, on reste quand même, on fait des plongées dans l'histoire locale, mais on reste aussi sur une chronologie traditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas non plus la révolution qui est dénoncée finalement dans ce numéro du Figaro Magazine. C'est quand même plus complexe que ça et c'est à nuancer tout simplement. C'est à nuancer. Ouais. Alors vous parliez tout à l'heure de François Mitterrand en expliquant que il plaçait l'avenir de la France sur la question européenne. Or paradoxalement, son élection, elle se fait sur une forme de représentation du récit national et une représentation qui s'oppose à la conception de Valéry Giscard d'Estaing qui, pour le coup, tient à oublier ce récit national. Effectivement, vous avez une décennie Giscard qui est sous le sceau de la modernité. Hein, rappelons-nous, hein, Giscard 74, c'est quand même aussi le candidat imprévu qui arrive et jeune. On a eu plus jeune depuis avec Emmanuel Macron, mais qui était élu quand même assez jeune et qui a un discours de modernisation de la France. Et dans ce discours de modernisation de la France, il y a un discours autour de la réconciliation franco-allemande, de l'ancrage de la France dans l'Europe. Et pour lui, en fait, la mémoire nationale qui, à cette époque-là, je dirais post-De Gaulle, cette mémoire construite notamment par De Gaulle, qui est largement liée à la Seconde Guerre mondiale, eh bien pour lui, c'est du passé qu'il faut dépasser.
Donc cette mémoire finalement du 8 mai, et donc son acte symbolique, c'est la suppression du 8 mai du calendrier commémoratif. Hein, donc en 1975, il décide de supprimer le 8 mai lors d'un discours justement pro-européen. Eh bien, l'idée est la suivante. Finalement, il faut avancer avec son temps, et on ne va pas ressasser justement ces vieilles histoires qui portaient la guerre entre partenaires européens, puisque maintenant nous sommes partenaires européens, construisant autre chose. Et donc on a finalement une mise à distance de ce récit traditionnel autour de la Seconde Guerre mondiale, notamment par Giscard. Et Mitterrand va considérer que là, il y a une perte de l'identité nationale, je tiens à le dire parce que c'est important, c'est un candidat socialiste en 81, c'est lui qui utilise le terme d'identité nationale, ça c'est les travaux de Vincent Martini qui l'a bien montré. Et l'église dans le village, la fameuse affiche. La fameuse affiche de l'église dans le village, on est vraiment sur une dimension à la fois très nationale et plutôt très conservatrice. Patrimoniale. Et donc il y a des historiens qui ont dit finalement cette affiche ressemblerait plus à une affiche d'un candidat de droite. Mais il ne faut pas oublier le contexte, c'est-à-dire effectivement Giscard est attaqué sur ce flanc-là en disant il est en train de faire perdre l'identité de la nation française à cause de quoi ? Du capitalisme apporté par les États-Unis. Hein, donc il y a tout un discours quand même qui est très socialiste, proche des communistes à cette époque-là chez Mitterrand, qui dit finalement le capitalisme c'est notre ennemi, et regardez, Giscard est le porteur de ce capitalisme qui est en train de ruiner la société française, de la ruiner dans le sens de la démolir, et notamment son identité culturelle, et regardez ce qu'il fait avec le passé national, etc., etc., etc. Et donc l'une de ses promesses de campagne en 81, c'est de remettre le 8 mai comme jour férié, c'est ce qu'il fera, c'est l'une de ses premières annonces et de premières décisions politiques, c'est effectivement de remettre le 8 mai comme un jour férié. Donc il y a toute une politique de mémoire qu'il met en place, et c'est à la fin de son premier mandat et surtout son second mandat qui va se tourner vers l'Europe. En fait, on sait très bien, les historiens l'ont montré, qu'il y a une conversion de Mitterrand vers l'Europe au long de son premier septennat, mais au début, on est plutôt dans effectivement l'identité nationale et restaurer la mémoire nationale autour des deux guerres mondiales. Alors le travail de mémoire commence à faire son œuvre. Vous avez publié Le devoir de mémoire, une formule et son histoire, un livre paru chez CNRS Éditions il y a 5 ans de cela. Est-ce que en entrant dans cette politique mémorielle, on ne fait pas entrer aussi la morale dans l'histoire? Est-ce qu'on ne change pas de paradigme d'une intrigue, pour reprendre un terme que vous utilisez tout au long de votre livre, d'une intrigue et d'un récit national, on passe à une intrigue mémorielle et donc morale où la victime est au centre? Alors, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire qu'en fait, l'instauration d'une politique mémorielle par Mitterrand au début des années 1980 reste dans un paradigme traditionnel d'hommage aux héros. D'un hommage aux héros, et donc c'est une intrigue narrative qui s'est constituée depuis très longtemps, pour le coup, même avant l'État-nation du 19e siècle. Hein, je veux dire, c'est ce culte des héros dans différents pays, donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent, même depuis l'Antiquité, on va dire. Donc là, on est quand même dans une tradition, dans un récit traditionnel avec Mitterrand en 81, notamment avec Jean Moulin en 83 ou 4. Enfin, il y a vraiment l'idée de rendre hommage à des figures héroïques. Mais ce qui va se passer dans les années 1980, c'est au sein de la société civile, autre chose qui va monter et qui va percuter en fait cette politique mémorielle mise en place par Mitterrand, qui va être de plus en plus sous pression. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas Mitterrand qui instaure justement la centralité de la victime. La centralité de la victime, c'est la société civile qui va mettre en avant justement cet intérêt-là et qui va pousser les pouvoirs publics à reconnaître justement la centralité de la victime, et donc avec autour du devoir de mémoire notamment, hein, de cette formule de devoir de mémoire qui va demander à la fois reconnaissance et réparation, et on est encore jusqu'à aujourd'hui autour de ce nouveau paradigme pour le coup. Là, c'est ça le nouveau paradigme, mais je dirais pas qu'il est instauré par Mitterrand. Mitterrand met en place une politique mémorielle plutôt autour de l'hommage aux héros, mais par contre cette politique mémorielle qui se décline autour notamment de la Seconde Guerre mondiale, finalement va attiser les tensions autour de l'interprétation de cette période-là de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il faut finalement retenir de cette Seconde Guerre mondiale? Eh bien, de plus en plus de personnes
au début, enfin dans les années 1980, et donc on a déjà l'an chronologique, le procès Barbie en 1987 par exemple, de plus en plus de personnes, et au niveau des médias c'est très important aussi, vont dire ce qu'il faut retenir de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas les héros, c'est pas les résistants, c'est le génocide des Juifs, c'est ce qui s'est passé, c'est la barbarie nazie, et c'est effectivement la solution finale. Et donc on est avec Shoah de Lanzmann qui sort en 85, qui est vu par 5 millions de téléspectateurs en 87 sur TF1 pendant 4 jours. Voilà, donc on a une autre vision de l'histoire avec un regard qui change parce que la société change. Moi, c'est ça que je tiens à dire aussi. La société est en train de changer. Elle se polarise sur les victimes contemporaines, du monde contemporain. On peut penser aux accidents de la route. On peut penser autour d'une politique aussi, de la mise en place d'une politique préventive. Et en fait, on a une reconsidération, une reconfiguration du passé. Et ça va commencer par la Seconde Guerre mondiale, où en fait, on va effectivement changer de regard. C'est le livre notamment de Éric Conan, Henri Rousseau, Vichy, un passé qui ne passe pas. Est-ce que cette politique mémorielle, avec la victime au centre, va porter ses fruits? Est-ce qu'elle va réconcilier les Français entre eux, ou est-ce qu'elle va au contraire les contraindre, au fond, à un devoir systématique de repentance? C'est un peu provocateur ma question, bien évidemment. C'est pas à moi d'en juger, si vous voulez. Enfin, ce que je vois, c'est que cette politique de reconnaissance des victimes et donc et donc la mise en place de politiques publiques de réparation, parce que c'est ce qui va se passer, notamment avec le génocide des Juifs autour de la mission Matteoli entre 1997 et 1998 pour réparer la spoliation qui a été vécue par les Juifs, donc dans la spoliation des biens, qui a été vécue par les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez, il y a des effets positifs certainement, si on veut parler sur ce champ de catégorie effets positifs négatifs, même si j'aime pas trop ça. C'est assez simpliste évidemment, mais disons que d'après dans ce qu'on entend, si vous voulez, la déclaration du Veldiv de 95 de Chirac a été un moment extrêmement fort pour un certain nombre de personnes, et donc qui a permis à la fois la levée d'un mensonge quand même sur le rôle de Vichy, et donc d'ancrer quand même un discours politique et une politique publique dans une vérité historique. Et donc ça c'était important, et ça a été notamment salué par Henri Rousseau par exemple, puisque vous parliez d'Henri Rousseau. Voilà, c'est un des historiens qui a salué le discours du Veldiv assez rapidement, et ensuite parmi les personnes victimes ou descendants de victimes, et donc on peut penser par exemple à des gens comme Serge Klarsfeld, mais à des milliers d'autres personnes bien sûr, anonyme, c'était attendu et c'était important. Donc après, ce que vous lancez comme débat, il est là depuis une vingtaine d'années sur cette question de repentance. Est-ce que la question qui est posée, c'est effectivement, en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est qu'on a cru, on a pensé et on a cru, et quand je dis on, c'est les élites politiques, mais aussi certains collègues, certains historiens, ont cru que en reconnaissant les crimes, en reconnaissant des victimes, on allait apaiser la société française. Ce qui n'est pas le cas. Eh ben, ce qui n'est pas le cas, parce que c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, et qu'en fait, c'est ce que j'appelle un instrument considéré comme un peu magique. Finalement, la mémoire est devenue un peu un instrument magique, et or, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'il y a d'autres problématiques sociales du présent qui entrent en jeu, et qu'on ne peut pas tout faire non plus avec la mémoire. Bon, là, on est sur le champ de la guerre d'Algérie aujourd'hui, on est en plein dedans, et j'aurais la même attitude et les mêmes réserves. C'est-à-dire, il y a peut-être des actes symboliques à faire. En même temps, c'est pas forcément comme ça qu'on va réconcilier à chaque fois les Français entre eux. S'il y a une nécessité de réconcilier les Français entre eux sur leur passé, ça c'est encore un autre débat. Je veux dire que voilà, c'est des politiques publiques qui ont été mises en place à partir de diagnostics qui ont été posés sur la société française pour dire voilà, la société française est malade de son passé, donc il faut rendre hommage aux victimes, et donc il faut réparer les victimes, et comme ça ira beaucoup mieux. C'est pas que français d'ailleurs, c'est beaucoup plus international que ça, cette façon de voir les choses. Ce qu'on voit en France, mais aussi ailleurs, c'est que des fois, ça crispe aussi.
la société. Ça peut crisper aussi une société autour de ce qu'on appelle la concurrence mémorielle, par exemple, autour de moi, ce que je vois aussi et ce que je mets dans le livre, c'est avec le mandat Sarkozy, justement, un mouvement très anti-repentance et donc une sorte de réaction, là, pour le coup, en disant, écoutez, ça suffit, on en a marre de s'excuser tous les 4 matins. Je caricature, hein. Mais en tout cas, c'était un peu ça quand même, et c'est, il me semble, un peu sur ça qu'il a été élu aussi, pas que sur ça, mais un peu sur ça en 2007, c'était très fort et très important. Donc il y a quand même une opinion, on voit bien, ça plaît ou ça plaît pas, mais il y a quand même bien une opinion qui est là pour dire, écoutez, peut-être parler d'autre chose. Alors de quoi il faut parler? Enfin, c'est aussi un peu la question et une des réponses du livre à la fin dans le dernier chapitre. Alors nous en discutions hier, Sébastien Ledoux. J'ai rencontré la journaliste Génie Bastier qui disait dans son dernier livre sur les débats intellectuels, et elle prône le débat, l'importance du débat aujourd'hui, et je pense que Storia Voce fait son possible pour alimenter ce débat. Donc elle disait qu'il pourrait exister une ligne de crête entre, d'une part, le récit national, ou pire, le roman national simplificateur, et la position victimaire, et ce qu'on appelle de manière traditionnelle, si je puis dire, la cancel culture. Est-ce que cette ligne de crête existe? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'on peut se situer entre les deux? Vous proposez, vous, dans votre livre, d'intégrer, je cite, les promesses inaccomplies du passé. Alors c'est Ricoeur qui parle de ça, hein. C'est Paul Ricoeur qui parle d'établir les promesses inaccomplies du passé dans sa réflexion sur la nécessité d'une mémoire juste, hein. Et là je reprends aussi son terme, hein, de mémoire juste, de juste mémoire. Si vous voulez, il y a une ligne de crête. Aujourd'hui, c'est très d'une façon évidente marginale aujourd'hui, hein. On est dans les marges. Ce que je propose aujourd'hui, en tout cas, et peut-être que ça ne sera pas le cas demain, mais c'est plutôt assez marginal, c'est effectivement des promesses inaccomplies du passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il me semble à la fois, que on ne peut pas... Enfin, c'est pas qu'on ne peut pas, on peut très bien, mais il est difficile de construire un récit sur une vision toujours éminemment positive de la France, essentialisant la France comme, je sais pas moi, par exemple aux racines chrétiennes. Bon, moi on peut en discuter si vous voulez, mais je pense que c'est important à la fois de voir son apport. L'apport du christianisme dans l'histoire française, c'est évident, et en même temps, c'est aussi fondamental de voir la France et l'histoire nationale dans une dynamique, et dans une dynamique jusqu'à aujourd'hui. Bon, donc plutôt que de se saisir des origines, moi, de la fixation autour des origines, je pense que c'est important aussi de créer des dynamiques pour parler justement des promesses inaccomplies du passé. Donc c'est la première critique, elle est adressée justement aux tenants d'une identité nationale, pour moi nationaliste, si vous voulez, pour dire qu'en fait, il faut quand même repenser autrement que les penseurs de la fin du 19e siècle, qui pensaient une certaine idée de la nation française autour de la patrie et de l'amour de la patrie. Je pense qu'il faut aujourd'hui réactiver ou retravailler ce récit-là. On peut pas reprendre simplement Lavis. Lavis était quelqu'un de formidable à son époque, mais en même temps aujourd'hui dire non, il faut écrire un récit à la Lavis, ça me paraît complètement dépassé pour le coup. Donc il faut faire un effort. Voilà, c'est ça le travail, puisqu'on est à Blois aujourd'hui sur le thème du travail. Il y a un travail à faire de reconstruire un nouveau récit. Et puis pour autant, je pense qu'effectivement on peut pas construire un récit autour des victimes. On peut pas construire un récit, je dirais, et là je pense à la jeunesse. Bon, voilà, je suis enseignant aussi, hein, je pense aux jeunes générations. On peut pas construire un récit uniquement sur les drames, sur les catastrophes, en disant regardez, servez-vous de ces catastrophes, de ces drames et de l'hommage aux victimes pour finalement que ça vous serve de leçon. Moi, il me semble qu'effectivement, il faut revenir aussi quand même à à l'histoire et à la narration de construction, des constructions collectives. Moi, ce que j'appelle des biens communs, ça veut dire très concrètement en fait que même dans des situations et des épisodes dramatiques de l'histoire, et je pense à quelque chose que je connais un petit peu qui est l'esclavage, la traite et l'esclavage, vous avez la formulation d'une narration à trouver autour de la figure de résistant, par exemple, de ceux qui ont résisté à l'esclavage. Et ça me semble beaucoup plus, émancipateur, justement, de proposer des récits qui soient dans par exemple, dans des combats... des exemplum, pour reprendre l'expression. Voilà, exactement, des exemplum, mais qui soient fondés sur une vérité historique et qui soient, pour le coup, dans une participation je dirais, au bien commun. Exemple encore sur l'esclavage, c'est-à-dire mettre en avant à la fois le combat des abolitionnistes blancs et des esclaves noirs. Bon, et qui ont à un moment donné
travailler ensemble quand même. Donc ça me paraît essentiel à rappeler, plutôt que de scinder entre blanc et noir une histoire qui me paraît à la fois schématique, et puis deux, aujourd'hui, effectivement porteuse de morcellement, enfin porteuse de division avant tout. Donc c'est un peu des traits d'union que j'essaye de prôner, des points de passage dans ces histoires-là de construction justement collective, sans magnifier la France comme essentialisante, et puis en même temps sans essentialiser ou sans polarisation autour des victimes. Eh bien, merci beaucoup. Donc, Sébastien Ledoux, La Nation en récit. Merci pour cette pensée stimulante. Et votre livre est aussi stimulant. Donc, chez Belin. Et vous avez été aussi l'auteur d'un autre livre consacré au devoir de mémoire, donc paru en 2016, Une formule et son histoire, chez CNRS Éditions. Il me reste, chers auditeurs, à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Je recevrai 2 autres historiens, toujours dans le cadre des rendez-vous de l'histoire de Blois. Donc il s'agira de Marie Moutier-Bitan et d'Alexandre Bande sur l'histoire de la Shoah. Et nous interviewerons, si mes souvenirs sont bons, Patrice Guenifet. Je recevrai aussi la semaine prochaine Elisabeth Crouzet-Pavant pour son magistral Venise, paru également chez Belin. Merci beaucoup, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous ce jeudi.